Bonjour, merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacrée aujourd'hui à un verbe appartenant au vocabulaire médical, soigner. Dans la société contemporaine, préoccupée d'efficacité et de bonne santé, soigner est devenu un synonyme de guérir, comme si le propre du médecin était de toujours réparer les écarts et de toujours remettre les choses en ordre. Consciemment, volontairement, notre société évite de revenir au sens étymologique. Soigner, c'est prendre soin. Et c'est une activité qui ne concerne pas seulement la maladie, mais la personne entière et parfois son entourage, et même le médecin lui-même. Et c'est surtout une activité qui continue lorsque la guérison n'est plus possible, à la fin de la vie. Pour nous parler du soin de l'autre, j'ai donc invité Alexis Burneau. Alexis Burneau est médecin urgentiste à l'hôpital Beaujon. Alexis Burneau, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai envie qu'on parle de soigner, et pour commencer cet entretien, j'aimerais que vous nous donniez votre propre définition de soigner. Pour vous, c'est quoi soigner? Soigner, vous venez de le dire, soigner c'est prendre soin. Mais quand on dit prendre soin, vous imaginez bien qu'il y a plein de facettes qui gravitent autour de cette définition et qu'elle ne concerne pas forcément le médecin. On comprend bien que soigner, ça commence dès la maman. La maman va soigner son petit bébé nouveau-né, elle va prendre soin de lui, elle va lui éviter de se blesser, elle va lui donner tout ce qui est bon pour lui. Soigner, c'est aussi prendre soin de soi, de soi-même. On va faire attention à son alimentation, on va avoir une hygiène de vie, on va faire éventuellement attention à son régime. Soigner, c'est aussi faire de la prévention pour éviter des maladies. Soigner, c'est éviter d'attraper une maladie quand on voyage, donc on va anticiper le risque. Et puis soigner, bien évidemment, c'est ce que je vois tous les jours à l'hôpital, c'est prendre en charge un patient qui a une plainte, une souffrance, et qui va demander qu'on l'aide, qu'on le répare. Et effectivement, c'est surtout ce soin-là que j'ai dans ma pratique clinique. Alors vous soignez une maladie, ou disons une déficience, et vous ne soignez pas un malade? Si, bien sûr, on soigne un malade. Et la personne qui arrive avec une maladie est une personne malade tout entière. Et lorsqu'on va chercher la cause de son mal, il est évident qu'il faut prendre complètement en entier cette personne malade qui exprime sa maladie de sa manière, en fonction de sa culture, de son émotion, du vécu qu'elle a de cette maladie. Et il est très important d'ajuster le traitement en fonction du malade. On a évidemment des schémas types de traitement de maladies typiques, mais si on fait abstraction de la personne elle-même, on rate, c'est évident, une partie du traitement. Alors, quelle est la distinction que vous faites entre soigner et guérir? On guérit pas toujours, alors qu'on essaye de soigner toujours. On comprend bien qu'il y a des moments où l'on soigne alors qu'on ne va pas guérir. Dans quel cas? On l'a dit tout à l'heure, on va soigner lorsqu'on fait de la prévention. Mais on n'est pas malade encore, donc on ne va pas guérir. On va essayer d'être attentif à une hypertension, à un cholestérol, pour éviter une maladie cardiovasculaire. On va être attentif à être à jour dans ses vaccins, notamment pour ses enfants, pour éviter d'attraper des maladies épouvantables comme le tétanos, la polio. Et puis, parfois on soigne alors qu'on sait qu'on ne va pas guérir, parce que malheureusement il y a des maladies incurables. J'ai comme exemple le jeune pour lequel un diabète vient d'être déclaré. Et ben, ce monsieur sera diabétique toute sa vie et il ne va pas guérir de son diabète, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas le soigner, au contraire. Les soignants vont avoir une place très très importante puisqu'ils vont lui apprendre sa maladie, lui faire accepter un petit peu sa maladie, ce ne sera pas facile. Pallier dans l'urgence aux complications éventuelles de cette maladie qui se déclare, et puis éduquer le patient. Éduquer ce patient qui va devenir son propre médecin et qui va devoir apprendre à gérer sa maladie. Tout ça, c'est des soins et il ne va pas y avoir une guérison pour autant. Et c'est ça qui est intéressant, vous dites, on devient soi-même son propre médecin. C'est-à-dire que le médecin, soigner n'est pas forcément l'acte médical, enfin, ou disons l'acte fait par le médecin par excellence, pour vous. Je crois même que... Parce que vous savez, souvent, on voit, on imagine la médecine qui est souvent toute puissante, etc. C'est pour ça que je vous ai demandé de réfléchir un peu là-dessus. Vous nous dites, mais non, le médecin ne fait pas le tout dans le soin. C'est un peu étrange, non? Je pense même que les médecins n'ont qu'une part très petite du soin.
Il suffit de regarder tous les magazines de cosmétiques ou autres. On vous invite à prendre soin de vous. Et il ne s'agit pas de faire appel au médecin. On va se faire beau, on va se faire belle, on va faire attention à ce qu'on mange, on va s'habiller, on prend soin de soi. D'ailleurs, je veux penser à cette expression qu'on dit assez souvent quand on quitte quelqu'un, un ami, on dit « prends soin de toi », ce qui veut bien dire toi qui te connais, fais attention à toi. Et le médecin n'est pas rentré. Finalement, quand on fait appel au médecin, c'est qu'il s'agit de prendre soin de soi pour une circonstance à laquelle on n'est pas habitué, qu'on ne sait pas gérer. Mais dans la plupart des cas, on sait gérer ce qui nous rend pas bien en ce moment, ce qui nous met mal à l'aise. Et puis, on se gère, on se soigne, ce qui oblige à se connaître un petit peu. Et vous n'hésitez pas à dire que le patient va devenir son propre médecin. C'est-à-dire que vous le formez à sa maladie, il ne devient pas médecin, mais vous le formez à sa maladie comme un médecin d'une certaine façon. Absolument. Et c'est capital, notamment dans le cas du diabétique. Le diabétique, il doit gérer son diabète au quotidien, et même plusieurs fois par jour, parce que vous savez qu'il doit se piquer le doigt plusieurs fois par jour pour connaître son taux de glycémie, c'est-à-dire son taux de sucre, et qu'en fonction du taux de sucre qu'il a, il va s'injecter de l'insuline à une dose qui sera corrélée au taux de sucre qu'il a. Et il ne va pas faire appel au médecin 3 fois par jour pour savoir quelle dose d'insuline injecter. Donc ça, c'est l'exemple typique du patient qui gère complètement son diabète et ne fait appel au médecin que quand il n'en peut plus, quand ça déraille, quand ça s'est mal passé ou quand il a une complication. Alors, soigner, ce que je pressens de ce que vous dites, c'est que ce n'est pas simplement le médicament, ce n'est pas simplement l'acte. Vous mettez en avant quoi, des gestes, de soigner, bon évidemment j'imagine le côté physique, mais aussi par la parole, par des gestes particuliers. Comment vous voyez les choses? Finalement, toujours en revenant à la définition qu'on a évoquée tout à l'heure. Si soigner, c'est prendre soin, eh ben, on imagine toutes les attitudes, toutes les techniques, tous les gestes, toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour soigner soi-même ou quelqu'un d'autre. Alors, vous l'avez dit vous-même, il y a le geste. Alors, en médecine, aux urgences, en réanimation, on comprend très bien ce geste. Il est très concret. Lorsqu'on va perfuser quelqu'un pour lui donner une antidote, un médicament qui va le traiter très rapidement, un antibiotique, on fait un geste qui soigne, qui, entre parenthèses, n'est pas forcément agréable, mais c'est le geste qui soigne. Lorsque quelqu'un étouffe, on va lui administrer tout de suite de l'oxygène. Encore un geste qui soigne. Mais celui qui a des douleurs, en plus de lui administrer un médicament antalgique, vous voyez bien que les kinésithérapeutes ont aussi une technique qui permet de soulager les patients, de masser les patients. Et puis la parole est très importante, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il y a des paroles qui rassurent, il y a des paroles qui apaisent, il y a des paroles qui guérissent, il y a des paroles qui font vivre. Donc on est dans un domaine qui n'a pas fini de s'élargir. Alors vous disiez, justement, le geste qui sauve n'est pas forcément un geste qui fait du bien. Oui, le geste qui sauve n'est pas souvent un geste qui fait du bien. Les patients qui sont hospitalisés de manière chronique, qui sont hospitalisés pendant longtemps, ne voient pas toujours d'un bon regard l'infirmière rentrer dans leur chambre, parce qu'ils imaginent qu'il va y avoir la énième perfusion ou la énième piqûre, prise de sang qui fait mal, alors qu'ils voient sûrement d'un meilleur œil le kiné, le masseur, qui ne va avoir que des gestes doux. Et c'est une remarque qui est très importante parce que ça veut dire qu'il faut qu'on s'intéresse à ce que le patient voit de notre démarche. Quand on critique un soin, il y a la critique de la science, il y a la critique entre nous, et elle peut être bonne ou pas bonne. Mais le patient, lui, il a une vue qui est très importante et qui doit être prise en considération tout le temps. Merci Alexis Burnand. Quand on pense aux soins, on pense toujours aux soins d'une maladie. Vous dites l'important, c'est aussi de soigner l'entourage. Alors d'abord, c'est qui l'entourage? L'entourage, c'est la plupart du temps la famille du patient. Ce qui est capital, c'est que quand un patient est malade, la plupart du temps, toute la famille est malade. Toute la famille est malade parce que la famille est inquiète
surtout quand il s'agit de maladies graves, surtout quand on est dans l'attente d'un diagnostic, d'un résultat. Et cette famille souffre, c'est évident. Cette famille souffre, on la voit aux urgences, elle est dans les couloirs, ils attendent, ils passent des coups de fil, ils viennent nous poser des questions, ils sollicitent les infirmières et ils viennent nous questionner. Donc, c'est l'accompagnant et c'est essentiellement la famille. Et alors, justement, vous dites c'est important. Est-ce que ça vous sert, vous, quand vous essayez de soigner quelqu'un, de vous occuper de l'entourage en même temps? Ah bah, ça nous sert très souvent, surtout aux urgences. D'abord, la famille, l'entourage vient nous informer. Et il faut l'écouter. Ils viennent nous informer de ce qui s'est passé. Et puis, on reçoit quand même de temps en temps des patients inconscients, comateux, notamment au SMUR, au SAMU. Et l'entourage va nous donner plein d'éléments qui vont nous permettre d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Si une famille nous dit « mon mari, mon conjoint, mon fils est diabétique », c'est évident que c'est un élément clé pour nous, pour comprendre pourquoi ce monsieur est dans le coma. Cette famille, il va falloir l'écouter parce qu'elle va nous donner beaucoup d'éléments. Et puis elle va nous donner beaucoup d'éléments aussi parce qu'elle veut participer aux soins. C'est aussi une façon de donner ce qu'elle peut donner pour nous aider. Et puis deuxième élément très important, c'est que cette famille, il va falloir l'informer. Il va falloir l'informer parce que, comme on le disait tout à l'heure, elle est dans l'attente, elle est dans l'angoisse, elle est malade, et que si on n'informe pas la famille, eh ben, elle va tout imaginer, le pire, bien souvent, et les résultats, même les résultats graves, finalement, apaisent, même parfois quand c'est très grave, des inquiétudes, des tourments absolument qu'on pouvait imaginer. Et est-ce que par moment, l'entourage n'est pas un obstacle? Moi, vous savez, les urgences, j'imagine les téléfilms américains, hein, avec une sorte de tourbillon. On suit en caméra subjective le brancard. Et en gros, le but du médecin, c'est d'écarter tout le monde. Est-ce que vous êtes un peu dans ce genre-là? Enfin, est-ce que c'est comme ça, les urgences? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bien sûr qu'aux urgences, il y a beaucoup de monde. Et si on peut essayer de limiter le nombre de gens dans les couloirs, eh ben, ça facilite les accès, ça facilite plein de choses. Il y a des familles qui viennent en masse quand un patient, un de leurs proches est malade. Ils arrivent parfois à 15, 20, 30, c'est ingérable. Et oui, je disais tout à l'heure qu'il faut les écouter, les informer. Il va falloir parfois aussi les gérer. Et les gérer, ça veut dire pouvoir les canaliser, pouvoir les informer assez rapidement, pouvoir leur demander d'être dans un endroit qui justifie de pouvoir régulièrement les tenir au courant. Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui est capital dans les urgences pour permettre le flux normal et la bonne organisation. Et vous les gérez comment? C'est-à-dire, parce que ça doit être c'est très violent ce que vous faites. C'est-à-dire que leur lieu naturel finalement est à côté du patient. Et vous dites certainement pas. Le lieu naturel est à côté du patient? Si, c'est possible, mais pas à 30, pas à 15, pas à 20. Donc, quand il y a une personne, deux personnes, le lieu possible peut être à côté du patient. Et d'ailleurs, c'est très souvent intéressant parce que quand un patient a un souci, un problème qu'il ne peut pas appeler, bah, c'est la famille qui vient nous informer que le patient, qu'on ne peut pas surveiller en permanence, chaque minute, a un souci. Mais bien évidemment, il y a des moments où on demande à la famille, en général, elle comprend bien, on leur demande d'attendre en salle d'attente. Il y a une salle d'attente dans toutes les urgences. Mais comme on le disait tout à l'heure, il faut penser à régulièrement les tenir au courant parce que l'attente est longue pour eux. Et oui, c'est sans doute assez difficile à gérer. Alors ça pose aussi la question de l'information, c'est-à-dire et la question de la vérité en fait. Qu'est-ce qu'on dit à la famille, qu'est-ce qu'on dit aux malades? Est-ce qu'on dit la vérité? Est-ce que ça fait partie du soin de dire la vérité à la famille ou de dire la vérité aux malades? Alors d'abord, il y a une règle absolue, c'est que le malade a le droit de nous demander de ne rien dire, et c'est son droit. Et le secret médical, c'est dans l'intimité que l'on a avec le patient, et nous avons le devoir d'accepter le fait que lorsqu'il nous demande de ne pas dire, eh ben on ne dit pas. Donc, avant d'informer une famille, on doit lui demander l'autorisation. C'est absolument normal et c'est la loi. Après,
le patient peut dire oui ou peut dire non. La plupart du temps, le patient souhaite qu'on informe sa famille. Et l'information se fait au chevet du patient, avec la famille à côté. Bien heureusement, nous n'avons pas que des cas dramatiques où la question de la vérité se pose cruellement. C'est quand même très rare. Après, vous touchez une question qui est importante, qui est de dire qu'est-ce qu'on dit au patient, qu'est-ce qu'on dit à sa famille, et est-ce qu'on dit la même chose à la famille et au patient? Alors, il y a de nombreux cas où ça se passe mal lorsqu'il y en a un qui sait tout et l'autre qui sait rien. Je pense au patient malade et à son conjoint, parfois âgé, avec lequel il a partagé toute sa vie. Il a une maladie grave, on informe son conjoint, qui nous demande de ne rien dire, et les deux se retrouvent ensemble avec un qui sait et l'autre qui ne sait pas. Et finalement, l'un des deux ne sait plus regarder l'autre. Et ils sont plus dans la vérité à un moment où, au contraire, il fallait qu'ils partagent. C'est un moment très important pour eux. Ils ont déjà partagé tellement de choses. Il faut qu'ils partagent encore ça. Et là, je crois que c'est une erreur de dire tout à quelqu'un et rien à l'autre. Il faut essayer le plus souvent de faire accepter au malade l'idée que son conjoint va être informé, parce que bien souvent, ils veulent protéger à tort. Son conjoint va être informé, et si possible, qu'on fasse des annonces devant lui ou devant elle, pour qu'ils en sachent. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout dire au patient. Pourtant, c'est sa maladie, c'est son corps. Oui, mais le patient a le droit de ne pas tout savoir, et il nous le montre de temps en temps, qu'il souhaite ne pas tout savoir. Et je crois qu'il faut accepter. Il faut accepter que le patient, qui peut-être avoir une inquiétude, refuse de savoir les détails de ce qu'il a, ou les détails de la vérité. Il nous le montre, hein, il échappe au sujet, il le repousse, il passe à un autre sujet. Et je crois qu'il n'y a pas lieu d'insister. La question peut se reposer plus tard, il n'y a pas d'urgence à lui imposer une vérité. Mais en tout cas, il ne faut pas lui mentir. Parce que ce qui est important, c'est de garder cette relation de confiance. Vous savez, parfois, le patient nous dit, écoutez, faites pour le mieux, je vous fais confiance. Ce qui veut dire aussi, ne m'en dites pas trop, j'en ai déjà eu assez pour aujourd'hui, on réévoquera d'autres choses plus tard. Je crois qu'il faut l'accepter. Parce que ces détails-là, c'est quoi? C'est des détails sur le pronostic vital, c'est-à-dire est-ce que je vais mourir, ou c'est des détails sur l'évolution de la maladie? Par expérience, c'est quoi que les gens ne veulent pas savoir? Les gens ont souvent peur d'être malades. Et une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de patients qui reconnaissent qu'ils ont un mal ne vont pas consulter parce qu'ils ont peur qu'on leur dise qu'ils sont malades. Donc, parfois, quand on leur dit juste « oui, vous êtes malade » ou « votre foie est malade » ou « votre poumon est malade », elles disent « bon, voilà ». Ils nous demandent de nous arrêter. Peut-être tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie d'entendre des mots qui font mal, comme le mot cancer, comme le mot cirrhose. Mais je crois que ce n'est pas grave. Aujourd'hui, ils ne veulent pas l'entendre. La consultation ne s'arrête pas là. Et la discussion reprendra plus tard. Merci Alexis Burnand. Souvent, on a une image du médecin comme une sorte de monstre froid qui ne ressent rien et qui distribue des médicaments. Vous savez, le médecin qui va de lit en lit et qui dit c'est telle pathologie, telle pathologie. Vous en pensez quoi de cette image? Vous avez une image du médecin monstre froid? Oh là là, alors, zut alors. Moi, j'ai pas du tout cette image-là. Mais effectivement, je suis de l'autre côté. Écoutez, moi, les confrères avec lesquels je travaille ne m'apparaissent pas comme des monstres froids. Mais si c'est le cas, il faut absolument qu'on revoie un petit peu notre attitude. Écoutez, j'espère qu'on montre quand même qu'on est sensible. Moi, je suis toujours sensible à tout ce qui nous arrive. Et je crois que si on devenait insensible, il faudrait changer de métier. Non, la sensibilité du médecin, elle est capitale. Elle est capitale pour pouvoir prendre en charge le patient comme il faut, pour pouvoir le rejoindre là où il est. Alors, c'est évident qu'il faut une certaine carapace, surtout dans le monde de l'urgence, dans le monde de la réanimation, pour garder son sang-froid, garder son calme. Vous imaginez bien que si au bord de la route,
on est horrifié et qu'on s'offusque devant la plaie béante d'un patient, ce ne serait pas la bonne... Oui, c'est pas la bonne attitude. Ce serait pas la bonne attitude. De même que si on aperçoit l'infirmité d'un patient qui nous repousse, le geste ou le visage non maîtrisé serait pas bien. Mais j'espère qu'on est toujours sensible. Enfin, moi, je le suis. Je suis toujours scandalisé par la souffrance et la mort. Je suis ému quand j'ai l'occasion de pratiquer un accouchement à domicile au SAMU. Je suis énervé ou horrifié, ou je râle contre ciel et terre quand je vois parfois des événements épouvantables qui arrivent à un enfant, à une famille. Bon, alors si l'image qu'on donne est celui d'un monstre froid, il va falloir qu'on se revoie un peu notre copie. Mais justement, c'est pas forcément une critique, parce qu'on se dit, face à l'horreur des situations que vous devez rencontrer, surtout aux urgences, vous le dites vous-même, il est peut-être nécessaire d'être un monstre froid. C'est-à-dire qu'il est peut-être nécessaire de ne pas, de dissocier ce que vous êtes en train de voir et ce que vous ressentez. Sinon, vous êtes emporté par l'émotion. Ça, je crois que c'est la maîtrise à avoir, que l'on acquiert au fil de l'expérience. Mais de là être un monstre froid, monstre froid, je ne sais pas si vous pensez la même chose, mais moi je comprends insensible, de marbre. Oui. Si on est insensible, on ne prendra pas la personne malade en charge comme il faut. Ça me paraît évident. Mais ce qui est sûr, c'est que l'excès, ce que vous disiez, de violence, de souffrance, d'injustice qu'on voit, peut, si l'on ne gère pas suffisamment notre temps, notre fatigue, nous refermer sur nous-mêmes et avoir cette carapace peut-être un peu froide qu'il peut arriver, mais pour lequel il faut combattre. Et alors comment on fait pour se protéger ? Se protéger, c'est capital. C'est capital et on ne peut pas toujours le faire. On ne peut pas toujours le faire parce qu'on a on a beaucoup de contraintes, on travaille la nuit, on travaille le jour, et pourtant il faut le faire. Parce que si on ne se protège pas, notre entourage va en pâtir. Quand on revient à la maison, on va ressortir toute la violence qu'on a reçue au travail. Alors c'est pas facile, mais ça demande une connaissance de soi. Et ça c'est sûr, on ne nous apprend pas ça dans nos études de médecine. Probablement qu'on l'acquiert au fil des jours. Et se connaître soi-même, ça veut dire anticiper le moment où il va falloir dire stop. Là, stop, je n'en peux plus. Il ne faut pas que je fasse cette garde de demain. Il faut que j'essaye absolument de trouver un copain qui va me la prendre, parce que je suis fatigué, parce que j'ai mal géré mon temps, parce que j'ai vu des choses difficiles aujourd'hui. Mais ce n'est pas toujours facile. Parce qu'on reçoit quand même, dans ce milieu-là, on le disait tout à l'heure, en pleine figure, l'injustice, la souffrance, la violence, on l'emmagasine, c'est sûr, et il faut qu'elle ressorte. Alors il faut qu'on prenne le temps d'aller se défouler un petit peu, d'aller faire du sport, de pouvoir trouver autre chose, de ne pas forcément se jeter sur un magazine qui va raconter les choses épouvantables de l'actualité, mais pouvoir dire, là, je vais regarder quelque chose qui m'apaise pour pouvoir aussi retrouver le monde privé dans lequel je vis normalement. Vous dites la violence, c'est-à-dire que les gens sont violents avec vous ? Ça peut arriver, mais je ne pensais pas à ça spécialement. Je trouve que la maladie elle-même, les gens malades qui nous arrivent en flot aux urgences, c'est une violence. C'est une violence. C'est une violence de recevoir ce monde qui souffre, ce monde malade. C'est une violence que l'on reçoit de la même manière que l'on voit, lorsque l'on voit à la télévision des images de gens malades, de catastrophes. Eh ben, c'est une violence que l'on reçoit, qui nous fait mal, qui nous fait cogiter. C'est plus en ça que je pensais. Oui. Mais sinon, la violence, oui, elle arrive parfois. On reçoit parfois des gens agités, des gens en état d'ivresse, des gens en état de manque, des gens entre deux policiers qui sont agités. Oui, ça c'est aussi une part des patients qu'on prend en charge aux urgences. Et vous avez l'impression d'être en première ligne des erreurs ou des imperfections de la société ? C'est ce qu'on dit souvent, que les urgences, c'est le premier signal d'alarme, quoi. Vous avez cette impression-là ?
Quand on voit les patients? Oui, enfin, ou non, ou dans la façon quotidienne de voir affluer ce flot de gens, comme vous dites, qui est violent. Enfin, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a toute la misère du monde qui débarque chez vous? Ah oui, c'est évident. Mais les urgences sont le lieu où bien souvent le patient qui a une précarité, par exemple, prend son premier contact. On voit parfois aux urgences des gens qui sont complètement démunis, qui n'ont pas un centime pour se payer un traitement, qui ont parfois pas connaissance des droits qu'ils peuvent avoir en matière de sécurité sociale ou autre, et qui n'ont jamais fait aucune démarche. Et lorsque l'on fait notre prescription, on comprend dans leur attitude, dans leur regard ou dans leurs paroles que cette prescription, ils ne vont pas pouvoir l'acheter en pharmacie. Et au fil de les discussions, on va comprendre que finalement, eh ben, ils n'ont aucun lien social. Et ça va être nous les premiers déclencheurs de l'assistante sociale du service qui va les remettre sur les rails et qui va leur redonner un certain nombre de droits qu'ils ignoraient complètement. Et donc oui, bien souvent, les urgences sont le premier contact à une réhabilitation de l'exclu ou de celui qui est un peu en marge de la société. Et alors pour se protéger soi-même, est-ce que le fait d'avoir la foi, c'est utile? Ou est-ce que ça sert à rien? Je crois que le fait d'avoir la foi, c'est une chance. C'est un cadeau, c'est un atout. Quand on a la foi, je crois que d'abord, ça nous enlève certaines idées de mégalomanie. Parce que quand on soigne des gens, quand on soigne beaucoup de gens, on peut tomber dans une certaine idée de toute puissance, de même qu'on peut tomber aussi dans une certaine idée de vouloir sauver tout le monde. Bon, bah, quand on a la foi, le monde il a déjà été sauvé, donc on ne va pas sauver le monde. Alors c'est un peu simpliste, mais ça aide quand même. Quand on a la foi, peut-être que vis-à-vis du patient, du malade, on a un peu plus de compassion. Quand je pense compassion, je pense pas le dolorisme, pas l'infantilisation du patient. Hein. Je pense qu'on le rejoint peut-être un peu plus dans la solidarité, dans ce qu'il vit. Voilà quelques éléments. Merci Alexis Burnot. Je vais vous poser une question qui va vous faire bondir, mais c'est fait exprès. Lorsqu'on est en fin de vie, pourquoi est-ce que vous ne facilitez pas la mort des gens et pourquoi vous ne les tuez pas quand ils vous le demandent? En gros, pourquoi vous ne pratiquez pas l'euthanasie? Effectivement, vous vouliez me faire bondir, vous oui, avez réussi. C'est fait exprès. Quand quelqu'un on entend souvent, hein, on entend souvent. Après tout, ils ont demandé à mourir, faisons-les mourir. Quand quelqu'un demande la mort, j'ose espérer qu'il faut savoir un tout petit peu décoder et essayer de se poser la question avant d'aller le tuer. Enfin, pourquoi il demande la mort? Et si vous me posez cette question, vous pourriez aussi poser la même question en disant, mais les gens qui ont envie de se suicider, les gens qui sont au bord du gouffre et qui lorgnent le fond du ravin, pourquoi eux, il faudrait les retenir? Et pourquoi? Pourquoi on ne les retiendrait pas? Eh bien, probablement que ces deux patients, ils se ressemblent. Celui qui est complètement déprimé, celui qui exprime une tentative de suicide, celui qui est mourant, celui qui exprime un désir de mort, ben finalement, ce sont deux patients qui souffrent terriblement pour en arriver à de telles demandes, alors qu'avant, quand ils étaient bien portants, ils ne les demandaient pas. Alors celui qui est déprimé, probablement qu'il souffre moralement très très fort, peut-être physiquement. Celui qui est en fin de vie, il souffre aussi moralement, peut-être qu'il souffre en plus physiquement très très fort. Donc on a des patients qui souffrent énormément. Eh bien, quelle est la valeur de la demande, de l'aveu, du témoignage de ces patients qui souffrent énormément? Ce serait la même demande ou le même aveu que l'homme torturé qui doit dire ce qu'on lui demande. Eh bien, on sait bien que l'homme torturé, il est prêt à tout demander. Et probablement que je serais le premier à demander qu'on m'achève si j'avais des douleurs épouvantables. Alors il faut, et c'est capital, et ce serait passer à côté de l'essentiel, et ce serait être mauvais. Il faut savoir aller regarder derrière, il faut savoir aller demander. Mais vous demandez ça, vous avez mal, et puis là, tout arrive. Et on voit des situations d'abandon, on voit des souffrances qui ne sont pas soulagées, on voit des souffrances morales qui ne sont pas écoutées.
Combien de médecins qui travaillent en soins palliatifs ou d'équipes soignantes qui travaillent en soins palliatifs ont pu témoigner de patients rentrant dans leur service et réclamant ce que vous disiez, la mort, l'euthanasie, et cette demande qui s'arrête quasiment dans les tout premiers jours, lorsqu'on a pris le temps de les écouter, lorsqu'on a pris le temps d'abréger leur souffrance, parce qu'on a les moyens d'abréger leur souffrance, lorsqu'on leur a fait une place. Et finalement, si cette demande s'était exprimée, c'est que on s'en était pas bien occupé. Et il faut évidemment pouvoir aller regarder un petit peu derrière. Mais est-ce que vous comprenez les gens qui vous disent moi je veux mourir avant d'être malade, c'est-à-dire en ayant atteint un certain âge, se rendant compte que le corps est en train de se dérégler petit à petit, disent avant que ça devienne grave, je décide de mourir. Enfin, il y a eu un livre là-dessus. Comment vous, en tant que médecin, vous recevez ce genre de témoignage? Moi, je comprends très bien ce type de témoignage. Vous savez, on ne connaît pas le vécu des gens. Il y a des gens qui ont vécu des histoires épouvantables, qui ne veulent pas revivre. Il y a des gens qui ont été témoins de fins de vie douloureuses, de fins de vie mal prises en charge, et ils ne veulent pas revivre ça. Et donc, à froid, quand ils sont bien portants, ils expriment ce désir, tout à fait légitime. Et finalement, c'est un petit peu notre faute, nous médecins, nous corps médical, c'est que ces patients-là ont souvent été témoins de choses qu'ils n'ont pas envie de vivre. Je crois que c'est la première réponse que j'ai envie de vous dire. Après, chacun a son vécu, son histoire, sa croyance, qui viennent intervenir là-dedans. Mais en nous demandant de les tuer, ils ne s'adressent pas à la bonne personne. Ce n'est pas notre métier, notre vocation de faire ça. En revanche, c'est notre travail de recevoir cette demande, de les écouter et d'essayer de voir si on ne peut pas leur offrir une autre voie, si une autre voie n'est pas possible. Et puis vous savez comme moi que à froid, on peut dire des choses qu'on ne redirait pas à chaud. Bien évidemment, si on me disait aujourd'hui, si je savais avec certitude que j'aurais une maladie épouvantable qui va me laisser pétrifier dans un lit avec des médicaments qui n'en finissent plus, probablement que je demanderais que ça s'arrête avant. Mais combien de patients sont dans cette situation? Et à froid, peut-être qu'ils auraient exprimé la même chose, et puis ils se battent pour la vie dans des lits d'hôpitaux. Donc, alors, vous savez, en grec, le mot pharmakon, qui veut dire remède, veut aussi dire poison. Et souvent, on dit que justement, pour abréger les souffrances, on met un morphinique, enfin quelque chose qui est avec de la morphine, et donc en fait, on tue. Est-ce que vous êtes capable de dire, lorsque vous faites du soin palliatif, à quel moment vous soignez et à quel moment vous êtes en fait en train de tuer? Alors ça, c'est capital, parce que les deux sont possibles, et il ne faut pas tomber dans l'excès. Et il y a une loi très claire, la loi du 22 avril 2005, qui a été proposée par le professeur Leonetti, qui explique très bien la chose. Lorsqu'on injecte un poison à un patient, l'objectif est clair. Il n'y a qu'un seul but, c'est lui faire arrêter sa vie, immédiatement. Lorsqu'on injecte un antalgique, un antidouleur, à un patient qui souffre et qui réclame un antidouleur, eh bien, on lui donne un antidouleur avec le double effet possible, non voulu forcément, non voulu, que sa mort, qui est inéluctable, parce que l'être humain est mortel, arrive plus tôt que prévu. Mais ce n'est quand même pas le même objectif. Et puis, deuxième chose très très importante, quand on injecte un produit antalgique, un morphinique, vous disiez tout à l'heure, à un patient pour le soulager, la dose va être importante. Et on va faire ce qu'on appelle une titration, c'est-à-dire qu'on va donner un petit peu de cette dose de médicament. Et puis on va interroger le patient. Là, vous avez mal, vous avez toujours mal sur une échelle de 0 à 10. 0, pas de douleur, 10, douleur maximum. Vous avez mal à combien? Vous avez mal à 9? Je repousse un petit peu. Vous avez mal à 8? Je repousse un petit peu. Vous avez mal à 3? Ah, je repousse un tout petit peu. Vous avez mal à 2? Je m'arrête. Et quand on fait ça, eh ben, on ne fait que traiter la douleur des patients. Il n'y a pas de raison d'abréger leur vie. Évidemment, si on injecte une énorme dose d'antalgique, là, on n'est pas honnête avec soi-même. C'est comme si on injectait un poison, finalement. Mais justement, quand il y a un moment où vous savez, si le patient continue à vous dire qu'il a mal, vous savez que la dose peut devenir létale. Donc, qu'est-ce que vous faites?
Alors ça, c'est pas tout à fait vrai. Vous savez que tous les gens qui s'occupent de l'antalgie, de la douleur, disent que la douleur elle-même est comme une antidote à la morphine. Et finalement, cette même dose de morphine chez quelqu'un qui a pas mal le conduirait peut-être dans un état comateux, alors que chez des gens qui ont une très forte douleur, ben, ça leur fait pas un effet incroyable. On voit des gens en soins palliatifs, notamment des gens qui ont un cancer, qui ont des atteintes des os qui fait très mal, sous des doses très très élevées de morphine, et ils ne sont pas comateux ni morts pour autant. Alors, il y a une dernière question, c'est le choix que l'on fait d'arrêter un traitement. À quel moment, est-ce qu'au moment où on arrête le traitement, est-ce qu'on n'est pas en train de tuer? Alors, quand on arrête un traitement, d'abord, on n'a pas toute puissance. Ça, je crois que c'est très important. Le médecin n'a pas droit de vie et de mort sur les gens. Et ça, c'est capital. Et on n'a pas le droit de dire vous, je vous autorise à vivre, et vous, je ne vous autorise pas à vivre. Bien sûr que non. Et encore une fois, il y a une loi du 22 avril 2005 qui est très très claire, qui dit deux choses. Qui dit d'abord que le patient a le droit au laisser mourir. C'est nouveau, ça. C'est quand même important. C'est-à-dire que le patient et la famille, et puis l'équipe médicale, et puis tout ça dans la collégialité, jamais dans l'urgence, après discussion, et on se voit et on se revoit, de dire, là, on arrive à faire des traitements qui sont déraisonnables. On s'obstine. Il paraît déraisonnable d'aller plus loin. En administrant ce nouveau produit, on va avoir que les effets secondaires, on ne va pas avoir l'effet voulu. Et dans ces moments-là, on peut décider collégialement d'arrêter ce traitement. Mais arrêter le traitement ne veut pas dire arrêter les soins. Et au contraire, on rentre dans une démarche de soins qui est capitale, où le patient est encore là et on va s'en occuper jusqu'au dernier souffle. Merci Alexis Burnand. Alors, dans l'entretien précédent, on a commencé à parler de soins palliatifs et on va continuer dans cette émission parce que, en plus d'être médecin urgentiste, vous travaillez dans une association qui est une association qui milite pour les soins palliatifs. Alors, dites-nous un peu ce que c'est que cette association et pourquoi vous militez pour ça. Alors, l'association dans laquelle je travaille est une association qui s'appelle Jalmalve. Jalmalve, ça veut dire « jusqu'à la mort, accompagner la vie ». C'est une association qui est apolitique, aconfessionnelle, qui regroupe des hommes, des femmes, de tout âge, actifs ou retraités, qui ont des convictions, une religion, qui viennent de tous horizons, et qui sont bénévoles d'accompagnement auprès des malades. Alors auprès des malades mourants, ou des grands malades, ou éventuellement de personnes âgées, qui peuvent être à l'hôpital, en institution ou à domicile. Et cette association, elle forme ces bénévoles. C'est-à-dire que ces bénévoles, ils n'ont pas la vocation à faire ce travail. Ils n'avaient pas de talent particulier au départ pour faire ce travail. Ils étaient prêts à consacrer du temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures par mois, à un malade, à des malades. Ils étaient prêts à leur offrir du temps. Mais pour pouvoir leur offrir du temps, pour pouvoir pousser la porte d'un malade, d'un mourant à l'hôpital, ils ont dû être formés. Et cette association forme ces bénévoles. Elle les forme pendant plusieurs mois pour les préparer au contact avec le malade et pour les préparer à être près du malade, à être présence auprès du malade. Parce que finalement, on va leur apprendre à ne pas faire. Parce qu'ils viennent pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et en fait, on va leur apprendre à ne pas faire. Apprendre à ne pas faire, ce n'est pas évident comme ça au début. Apprendre à ne pas faire, ça veut dire qu'on va leur apprendre à être écoute active, parfois présence silencieuse. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont offrir à un malade une écoute pendant 1 heure. Moi, je peux vous promettre que cette écoute pendant 1 heure, le malade, il en profite bien souvent, ce qui veut dire que peut-être qu'il en avait bien besoin. Et vous savez comme moi que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux.
Et le personnel soignant qui a énormément de choses à faire à l'hôpital ne peut pas consacrer 1 heure d'écoute comme ça à chaque patient. Il y en a parfois énormément dans les services. Et donc c'est un véritable cadeau qu'on vient leur donner et ça leur porte énormément. Qu'est-ce qu'ils ont à dire, les malades? Qu'est-ce que reçoivent les bénévoles? Les bénévoles sont souvent émus de ce qu'ils reçoivent. Parce que c'est sûr qu'ils viennent donner du temps, mais comme vous l'avez dit justement, ils reçoivent beaucoup, ils reçoivent de l'humilité. On a des patients parfois qui sont très très malades, on pourrait imaginer qu'ils sont en train de râler contre ciel et terre. Oui. Eh bien, pas toujours. Au contraire, ils ont parfois des paroles apaisantes, parfois ils doivent être apaisés. Ils demandent qu'on les écoute, oui, parce qu'ils ont des choses à dire. Ils expriment parfois un problème familial. Ils attendent le fils, le conjoint, qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps, auquel ils veulent dire quelque chose, qu'ils n'osent pas dire. Parfois, ils râlent contre les médecins du service. Oui, oui, il est venu aujourd'hui, il a passé que 5 minutes, c'est insupportable. Oui. Ils veulent râler contre le soin qu'on leur a donné, qui leur a fait mal. Enfin, c'est pas possible. Déjà, j'ai mal et en plus, on me fait plus mal. Donc, le bénévole est parfois un relais pour l'équipe soignante. Où il va dire, vous savez, il m'a dit ça. Ah bon, nous, il ne nous l'a pas dit. Bah si, il m'a dit ça. Parce qu'on ne dit pas la même chose aux bénévoles, à l'infirmière, aux médecins. Donc ça, c'est très important. Mais comment est-ce que vous les formez, justement, ces bénévoles? Parce que on a, vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est quelque chose de terrible de suivre quelqu'un dont on sait qu'il va mourir et il va mourir. Enfin, on sait tous qu'on va mourir, mais là, dans des temps extrêmement proches. Là aussi, comment est-ce que vous les choisissez? Comment est-ce que vous les formez? Comment vous faites? Alors d'abord, ce qui est très important à dire, c'est que les bénévoles d'accompagnement qui prennent la route avec Jalmalve ne sont pas des héros. N'ont pas fait des exploits, n'ont pas des titres, des qualifications exceptionnelles. Ils ne sont pas médecins, jamais. Ils ne font pas partie du personnel soignant, ils ne font pas médecins. Ce en quoi, d'ailleurs, je ne peux pas être bénévole d'accompagnement. J'ai une autre activité dans l'association Jalmalve, mais les bénévoles d'accompagnement ne sont pas médecins. C'est très important parce qu'il ne faut pas qu'ils se fondent avec il faut qu'ils aient une étiquette de bénévole d'accompagnement. C'est différent. Ces bénévoles d'accompagnement, ils poussent un jour la porte de notre association pour prendre contact. Et c'est ce qu'on leur propose d'ailleurs, on leur propose un rendez-vous pour échanger, pour leur présenter l'association et puis pour voir un petit peu les motivations qu'ils ont. À partir de là, s'ils sont intéressés, on leur propose un week-end de sensibilisation. Et dans ce week-end de sensibilisation, on est un petit groupe avec des bénévoles formateurs d'accompagnement, avec des psychologues. Eh bien, on va discuter de la relation avec le malade, on va apprendre ce que c'est que l'écoute dont on parlait tout à l'heure, comment avoir une écoute active, comment regarder un patient, comment être présent à côté de lui, comment avoir une discussion qui ouvre le dialogue. Voilà, plein de thèmes qui permettent aux bénévoles d'être plus équipés pour pouvoir avancer. Et si le week-end de sensibilisation a été conforme aux attentes de la personne qui a postulé, eh ben, au fil des mois suivants, on lui proposera 2 ou 3 week-ends supplémentaires avec beaucoup d'espace, beaucoup de temps entre ces 2 week-ends pour qu'il puisse réfléchir, douter, échanger et on viendra le questionner un petit peu pour connaître un petit peu ses motivations. Et puis, il y aura un échange à 2 pour essayer d'être sûr que les motivations du bénévole ne soient pas mauvaises, j'allais dire, mais ne lui portent pas préjudice, parce que il y a des moments où il faut pas faire ce travail. Si on vit quelque chose de douloureux personnel, ben, c'est pas le moment. Donc, il y a un vrai cheminement avec une grande liberté qui est laissée aux bénévoles avant de vous faites du discernement. Enfin, c'est très. Il y a beaucoup de. Enfin, pas des barrières, mais de mûrissement, de cheminement. Absolument. Absolument, parce que c'est pas rien. Hein. On peut imaginer, comme on disait précédemment, qu'on reçoive mal
la vue ou la parole d'un malade qui aussi peut être agité, qui aussi peut être énervé. Et on se prépare à ça. Et puis une fois qu'on est lâché, j'allais dire, il y a des groupes de parole régulièrement qui permettent d'avancer. Alors vous avez dit c'est non confessionnel et vous avez bien insisté là-dessus. Pourquoi? C'est non confessionnel et c'est très important parce que cette association de bénévoles d'accompagnement des malades en fin de vie, elle forme des bénévoles de tous horizons. Elle prend position aussi, et ça c'est important, elle prend position sur des thèmes d'actualité, sur des thèmes éthiques, notamment les thèmes de fin de vie, sur le soin palliatif, l'accompagnement. Qu'est-ce qu'elle rappelle? Elle rappelle qu'une personne est un être vivant jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, et qu'à ce titre, il est digne d'intérêt, de respect, et qu'il doit être accompagné, que sa souffrance morale, physique, spirituelle doit être prise en compte. Et cette politique, elle ne concerne pas qu'une frange de la population, elle concerne tout le monde, à partir de valeurs qui sont humanistes et humaines. On retrouvera donc sur le site les coordonnées pour les personnes que ça intéresse. Merci Alexis Burneau, merci beaucoup de nous avoir parlé aussi simplement du soin, du verbe soigner. Merci beaucoup. Merci beaucoup.